Le monde de l'aérien se réveille en ce lundi matin en ayant découvert que hier soir, à 23h40, heure de New York, un aéronef canadien, un Jazz, un Sergi 900, a extrêmement mal terminé sa journée en percutant malheureusement un camion de pompiers. Ce qui est extrêmement triste dans cette histoire, c'est qu'à l'heure actuelle, nous savons déjà que le camion de pompiers a été autorisé à traverser la piste 4 à LaGuardia et que le Jazz a été autorisé à se poser sur la même piste. Camion 1 et compagnie, Tour de LaGuardia, demande à traverser la piste 4 à Delta. Camion 1 et compagnie, traverser la piste 4 à Delta. Camion 1 et compagnie, traversant la piste 4 à Delta. Frontier 41-95, arrêtez-vous là s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez camion 1, arrêtez. Arrêtez camion 1. Alors comme vous le savez, souvent on en parle sur cette chaîne sur les retours d'accidents. Vous pouvez très bien mourir en ayant raison et il semblerait apparemment que ce soit le cas hier soir aux États-Unis. Maintenant, est-ce que l'on peut déjà retirer comme leçon de cet accident pour 2026 ? C'est qu'il y a eu un énorme concours de circonstances, mais que de nombreux signaux faibles sur lesquels l'industrie, mais également le Congrès américain, alerte depuis maintenant des mois, ont amené à cette tragédie. Ce que je vous propose dans cette vidéo, très rapidement dans un premier temps, c'est de voir quelle est Jazz, cette compagnie en fait qui est l'équivalent un petit peu de Hop pour Air France, pour Air Canada. Excellente culture de sécurité, d'ailleurs, ils n'ont jamais vraiment eu de soucis. Ensuite, on va regarder d'un point de vue des contrôleurs aériens de la FAA. Et là, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, qu'il y a une lettre du Congrès vers la FAA justement pour alerter sur certains problèmes et certains risques il y a quelques semaines. Ensuite, on va regarder quels sont les faits avec cette piste 04, cette collision qui, d'après les informations que l'on a grâce au transpondeur à l'heure actuelle, aurait eu lieu aux alentours des 170 km/h. Ensuite, rapidement d'un point de vue historique, vous allez vous rendre compte que le pire accident de l'histoire de l'aérien, mais en fait ça peut être perçu comme un suraccident, c'est la résultante d'un premier événement. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce qu'en fait, les pompiers, ils étaient partis pour intervenir sur un 737 MAX qui, accrochez-vous bien, avait abandonné, aborté, comme on dit, avait annulé 2 fois son décollage pour des raisons de sécurité à cause d'un souci d'anti-givrage, qu'il était au sol avec des odeurs dans la cabine et qu'il a voulu privilégier la sécurité et que sa compagnie a eu du mal à lui trouver une gate où aller et que tous ces petits grains de sable accumulés ont amené au déclenchement de la caravane sécu, au départ des pompiers qui sont situés à l'autre bout du terrain et qui ont dû traverser la piste 4. Rajoutez à tout ça un contrôleur aérien qui était un petit peu beaucoup au Mac. Néanmoins, attention, ça passe déjà sur les ondes parce que tout est enregistré quasi en temps réel maintenant avec Internet et on entend le contrôleur se justifier. Ça ne veut pas dire que le contrôleur est responsable. Il y a une enquête. Il faut laisser le temps aux choses. Là, notre objectif, ça va être d'en sortir déjà 2-3 petits éléments de sécurité car, spoiler alerte, et c'est tragique, je suis intimement persuadé que si les pompiers avaient eu Flight 24 affiché sur même leur téléphone dans le camion, il n'y aurait pas eu de drame. Jingle. Roger ball. On commence avec une compagnie que vous connaissez forcément, si vous avez déjà fait des petits vols intérieurs au Canada, c'est Jazz Aviation. Jazz Aviation, ça fait partie des feeders, ça fait partie des petites compagnies régionales qui sont en fait sous-traitées par Air Canada. Au niveau des tenues, au niveau des avions, ça ressemble à du Air Canada, mais en fait ça fait partie des Air Canada
Express. Ils ont un contrat jusqu'en 2035 pour justement faire tous ces vols. Ils ont 35 CRJ 900, 39 Dash 8 des 400 et après ils ont 25 Embraer 172. En moyenne, vous allez pouvoir avoir 76 passagers, donc c'est pour les petits vols, pour pouvoir aller sur les petits terrains et après amener les gens qui vont aller dans les hubs et être envoyés avec les gros avions de mainline, comme on dit, de Air Canada. Jazz Aviation, ça a été créé en 2001, c'est basé à Halifax, vous avez environ 4500 personnes et vous êtes au standard Air Canada. C'est une compagnie qui est très sécuritaire. Ils ont déjà eu 2-3 petits soucis, mais vraiment à la marge, avec par exemple en 2007 à Toronto, un Sergi qui a eu un souci au niveau de son train. En 2015, un Dash 8 qui avait touché des lampes lors de l'approche. Et par contre, en 2019, un Dash 8 qui avait fait demi-tour cause météo était revenu se poser à Toronto, qui avait été heurté par un véhicule d'essence au sol. Ça avait fait 5 blessés à l'époque. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que dans l'aérien moderne, le plus gros danger, c'est au sol, surtout sur les gros terrains où réussir à naviguer en fait est presque plus compliqué qu'en l'air. En définitive, vous êtes sur une compagnie très sécuritaire pour laquelle il n'y a pas de souci. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à la FAA. D'après des sources que j'ai trouvées, en 2025, on a officiellement 13 164 contrôleurs aux États-Unis. C'est 6% de moins qu'en 2015, alors qu'à l'époque, il y avait 10% de trafic en moins. À l'heure actuelle, il y a 31 millions de vols aux États-Unis par an. Mais par contre, il y a par exemple le GAO, que tout le monde connaît pour ses rapports par exemple, sur le F-35, ils disent que sur les 290 zones où il doit y avoir des contrôleurs aériens, vous avez 40% qui sont sous-staffés. Et ça, c'est un problème récurrent chez les Américains, parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à digérer la problématique des grandes grèves qu'ils ont eues le siècle dernier, où il y avait eu énormément de contrôleurs aériens qui avaient été virés du jour au lendemain, remplacés par les militaires. Et donc derrière, d'un point de vue gestion RH, d'un point de vue durée de carrière, ça pose d'énormes problèmes. Et malgré 200 000 candidats l'année dernière, vous avez qu'un tout petit pourcentage qui arrive à être recruté, qui arrive à être au standard, qui arrive à être formé. Et il faut plus de 6 ans pour former un bon contrôleur aérien. Donc c'est une avarie connue, malheureusement. Vous avez 118 endroits où ils sont à moins de 85%, comme on dit dans l'armée, du PAR, donc du staff théorique. 32 endroits où ils sont en dessous de 74,9%. C'est pour ça, entre autres, qu'en février 26, le Congrès s'était alarmé. Regardez ce courrier, malheureusement, plus que précurseur, du rythme de travail. Rajoutez à ça, aux États-Unis, des fois, il y a des shutdowns. Vous avez donc des contrôleurs sous-staffés qui doivent venir au travail, qui font des horaires absolument énormes. Ils emmagasinent une fatigue qu'ils accumulent. Et au final, la sécurité des vols peut être impactée. Maintenant, la FAA a annoncé déjà l'année dernière des mesures. En 2026, ils comptent faire 2200 recrutements. Ils ont annoncé que pour être recruté avant, c'était 8 étapes. Maintenant, ce ne sera plus que 5, que le process va prendre plus que 5 mois, là où il était plus long avant. Ils ont augmenté les salaires d'entrée de 30% pour être plus attirants. Et ils offrent même 10 000 $ de prime si vous choisissez une affectation dont personne ne veut. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du contrôle aérien? Parce que l'enquête va forcément se focaliser un petit peu dessus, puisqu'il a déclaré en fréquence qu'il avait messed up, en gros qu'il s'était mal débrouillé. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, c'est parce qu'en fait, la saturation cognitive arrive extrêmement vite quand vous commencez à prendre des charges de travail qui ne sont pas forcément pour vous. Et également, s'il n'y a pas assez de monde à la tour de contrôle. Alors, on a vu des cas, même par exemple en France, avec des contrôleurs qui s'endorment, ce qui n'est d'ailleurs pas une situation d'avenir. Mais dans une tour de contrôle, vous pouvez vite vous retrouver avec énormément de charges de travail. Et le problème, c'est que dès qu'il y a une urgence, votre charge de travail augmente. Surtout que vous souhaitez apporter assistance à l'avion qui a un problème. Et si, par exemple, dans la compagnie aérienne, certaines personnes ne font pas parfaitement leur travail ou ne sont pas joignables, eh bien cette charge de travail supplémentaire elle risque d'incomber au contrôleur et on va voir justement en quoi ça l'a affecté. On regarde un petit peu les faits. LaGuardia, comme vous le voyez, vous avez 2 pistes. Les pistes, c'est l'orientation. 0,4 en gros, ça veut dire cap 0,40. En face, 22. Pour la petite histoire, 2 plus 2, 4. Petit moyen mémotechnique, c'est facile, il y a un petit calcul que l'on peut faire. Toujours est-il, on a les pompiers qui sont par ici, la bretelle delta qui est là, et ici, nous avons un 737 qui, on va le voir,
a voulu faire de la sécurité et malheureusement, et il n'y a absolument pour rien, ça a amené à l'issue tragique que l'on connaît. Lui essaye de décoller. Il a un problème au niveau de son anti-givrage. Il décide donc d'interrompre. De ce que l'on sait, il a interrompu 2 fois. Donc il interrompt, il essaie de gérer son problème, il va retenter sa chance, il regère son problème, là il sort. Sauf qu'au moment où il sort, maintenant il a une odeur bizarre en cabine. Donc il va annoncer qu'il a une odeur bizarre en cabine et que ça ne lui plaît pas, qu'il veut retourner à la gate. Il veut retourner au parking en fait pour pouvoir, si besoin, de sortir ses passagers et voir avec la maintenance. Sauf que pour aller à la gate, il devait partir en vol, il faut se faire assigner un endroit où aller. Et à partir de là, c'est sa compagnie qui va lui donner l'information de la gate. Or, il n'arrive à joindre personne. Donc il va solliciter le contrôle aérien, dire j'ai besoin de retourner à la gate, on déclenche une urgence, mais ce n'est pas non plus une urgence énorme, on a des odeurs, quelqu'un sur la fréquence va dire nous on a senti des odeurs également du côté du terminal, mais eux ils disent non, nous c'est une odeur différente. Et donc là on va avoir une temporalité en fait dans la crise qui va évoluer. C'est-à-dire qu'au début, on est sur interruption de décollage. Là, en fait, à la fin de l'interruption de décollage, ils assessent. Qu'est-ce qu'on fait? Ils recommencent. Pouf. Là, maintenant, on a des odeurs en plus. Du coup, on va retourner, on aimerait bien retourner à la gate. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Il faut se faire assigner une gate. Donc, il s'est mis en attente sur un taxiway. Et là, maintenant, le contrôleur aérien, il doit savoir vers où ils vont. Or, problème, il n'arrive pas à joindre les opérations. Donc c'est le contrôleur aérien qui passe des coups de fil aux opérations de la compagnie pour essayer de lui trouver sa gate. Pendant ce temps-là, il a toujours sa charge de travail et s'ils ne sont pas très staffés, vous avez compris le problème. Maintenant, ils arrivent à savoir à quelle gate aller et pour faire très simple, il va donner des ordres de roulage au 737 MAX qui est ici, mais, accrochez-vous bien, le pilote, l'équipage, ils sont pris par autre chose, va faire une erreur au sol et va se retrouver au mauvais endroit, ce qui va encore rajouter un petit peu de charge de travail. Pendant ce temps-là, le contrôleur aérien, il essaie de faciliter le trafic, tout le reste. Vous avez des atterrissages qui arrivent en piste 04 et fait nouveau, dans cette gestion de panne, clac, ici, qu'est-ce que l'on a? On a les PNC, hôtesse et steward à l'arrière du 737 qui commencent à être incapacités à cause des odeurs et des fumées. Et donc à partir de là, pouf, grosse variation dans le traitement de la panne à cause de cette nouvelle information, pression supplémentaire, le 737 qui veut les pompiers, on va donc envoyer les pompiers qui sont de l'autre côté, qui vont devoir passer en delta, traverser et venir. Pendant ce temps-là, vous avez d'autres avions qui bougent, vous avez un avion qui est là également, et nous avons notre Jazz qui est autorisé à se poser, il est numéro 2. Donc il y a déjà un avion devant, il est numéro 2 autorisé à se poser, et au niveau des échanges, c'est un petit peu coupé, là on aura la timeline très particulière, très spécifique dans le futur, avec le compte-rendu d'enquête, le préliminaire sous 30 jours, le final sous 2 ans, et en delta, ici, ce que l'on sait grâce au transpondeur, c'est qu'aux alentours des 90 nœuds, des 166 km/h, ça vient taper. Tout l'avant du Jazz est broyé parce que le nez est lourd avec le radar, avec tous les équipements de pilotage, et que les moteurs sont à l'arrière. Vous voyez les problèmes de centrage à cause de tout cet avant qui part. L'avion se retrouve donc sur la queue et les gens doivent descendre. De mémoire, sur Cergy, vous n'avez pas de toboggan pour l'évacuation. J'avais fait l'erreur dans une vidéo la dernière fois. On m'avait repris, merci, n'hésitez pas quand je fais des erreurs. Et donc du coup les personnes ont pu évacuer. De ce que j'ai compris, les PNT sont malheureusement décédés. Il y a eu quelques blessés et il y a également des blessés au niveau du camion de pompiers. Donc l'événement qui a eu lieu là est en fait dû aux pompiers qui ont décalé pour venir en renfort pour la sécurité du 737, qui a eu 2 soucis, qui a voulu privilégier la sécurité, qui a eu une augmentation dans sa gestion de panne à cause de l'information qu'il y a des soucis à l'arrière et qui donc a step-upé d'un cran, et c'est pour ça que les pompiers sont venus en renfort. Derrière, bonne réaction de la part des contrôleurs aériens, du coup ils font remettre les gaz aux aéronefs en finale, et puis derrière, ils ferment le terrain parce que là, il faut arrêter les frais, il faut poser les crayons. Je crois qu'il y a plus de 17 avions qui ont été déroutés. Voilà pour les faits. Et donc là, ce qui va être très intéressant d'un point de vue historique, c'est voir que c'est la première panne ici, même j'ai envie de vous dire, c'est la panne d'air, de fumée qui vient se mettre en plus des soucis de anti-ice, qui
du fait de sa dégradation, force l'arrivée des pompiers, qui a été facteur pour ce Jazz qui était dans son bon droit pour se poser à ce moment-là, puisqu'on lui a donné l'autorisation. Alors, d'un point de vue historique, 1977, vous avez la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité d'un point de vue aéronautique. Vous avez une attaque à la bombe, un attentat terroriste à Las Palmas, ce qui amène énormément d'aéronefs, dont des gros porteurs, à se dérouter et à se poser à Los Rodeos. Là, vous avez que 2 contrôleurs. Nous sommes, c'est en mars également, le 27 mars, et malheureusement, un 747 va décoller alors qu'il y a un autre 747 qui est au sol, et là, ils sont dans le brouillard. Alors hier soir, et c'était pas dans le brouillard, mais il y avait de la brume, visibilité inférieure à 5 km, des plafonds bas, de la pluie, des grains, donc on en saura plus avec l'enquête, mais les conditions météo n'étaient absolument pas optimales. On a d'autres cas, par exemple aux États-Unis, à Los Angeles, vous avez un US Air 1493 et un SkyWest. Le contrôleur a été pris et en fait ils se sont posés l'un sur l'autre, ce qui a fait 35 morts. Vous avez, rappelez-vous, en janvier 24, un 350 qui s'est posé sur un DHC-8. Donc il faut bien faire la différence entre quand chacun est autorisé, comme Los Angeles en 91, ou quand un des deux protagonistes ne respecte pas l'autorisation, comme en 1977 à Tenerife, ou alors en janvier 2024 avec le Dash 8 des Coast Guard qui n'avait pas l'autorisation de pénétrer la piste. Là, de ce que l'on sait, de ce qu'on en a entendu, on est sur les pompiers autorisés, même si le contrôleur aérien essaie de les récupérer. Mais ce qui est très intéressant dans la bande, c'est qu'il essaye d'arrêter dans un premier temps un avion qui est au roulage pour pouvoir laisser passer les pompiers. Et dans la foulée, il se rend compte que les pompiers vont être conflictuels, donc il essaye d'arrêter les pompiers, mais il ne met pas leur indicatif tout de suite devant. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais donc c'est pour ça que c'est important, cette conscience de la situation. Et après, il faut avoir conscience également que dans ces camions, il y a beaucoup de bruit. Camion 1 et compagnie, Tour de la Guardia, demande à traverser la piste 4 à Delta. Camion 1 et compagnie, traversez la piste 4 à Delta. Camion 1 et compagnie, traversons la piste 4 à Delta. Frontier 41 95, arrêtez-vous là s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez camion 1, arrêtez. Arrêtez camion 1. Autre point forcément auquel on peut penser, c'est le LATAM qui était en 2022, un Airbus A320 Neo qui a 127 nœuds a tapé des pompiers qui partaient en exercice. Malheureusement, ils étaient décédés. Les pilotes, eux, ce coup-ci, c'était bien passé parce qu'ils allaient plus vite. À 127 nœuds, ils ont pu lever le nez. Là, on est aux alentours des 90 nœuds. Malheureusement, pour l'équipage du CRJ, c'est pile poil la mauvaise vitesse. Vous n'allez pas avoir l'autorité pour essayer d'éviter l'impact, lever le nez. Et on va en parler. Une fois que vous êtes posé, généralement, vous enclenchez la reverse et on est formaté, suite à des retours d'expérience, pour ne pas remettre plein gaz. Donc si vous êtes sur la piste que d'un coup il y a quelque chose qui arrive devant vous, vous êtes déjà sur la reverse, naturellement vous n'allez pas vouloir remettre de la puissance pour essayer de passer au-dessus, surtout à ces vitesses-là, parce qu'il y a un temps de spool-up, de réaccélération des moteurs. Après vous pouvez éventuellement tenter d'aller à gauche ou à droite, mais le mieux est souvent l'ennemi du bien, et encore une fois, quand vous vous posez, généralement, vous ne scannez pas forcément ce qui se passe autour. Et de nuit, avec de la pluie, à plus de 170 km/h, vous doutez bien que ça vient impacter votre verrière, ça vient impacter votre visibilité et ça vient également impacter votre capacité à détecter ce qu'il y a sur les bords entre les lumières de bord de piste et un éventuel véhicule. Donc, en français dans le texte, l'enquête nous le dira, ils vont faire des études, mais c'est extrêmement compliqué de voir quelque chose qui va rentrer sur la piste dans ces conditions-là. Maintenant, dans l'aérien, on dit qu'il faut voir avec ses oreilles et donc l'enquête nous permettra de mieux savoir quels messages ont été faits sur quelle fréquence. À l'heure actuelle, c'est ce qu'on récupère sur Internet. On n'a pas toutes les billes et il ne faut surtout pas croire qu'on peut accéder à la vérité dans les premières heures. Et d'ici 30 jours, avec l'enquête préliminaire, on aura une meilleure idée. Maintenant qu'on a vu un petit peu le côté historique, le côté des Toussaint, comme je vous disais en introduction, avec Flight 24, maintenant sur votre téléphone, vous pouvez voir en temps réel quasiment la position des aéronefs. Dans l'aviation, le grand problème, c'est celui de la SA, la Situation Awareness, la conscience de la situation. La conscience de la situation, c'est absolument vital et à chaque fois que vous allez sur une piste, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un à contre QFU? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la piste? Est-ce qu'il y a quelqu'un en finale? Tout le temps, tout le temps,
tout le temps. Maintenant, mettez la nuit, mettez la mauvaise visibilité, forcément c'est beaucoup plus dur. Rajoutez même du brouillard, vous pouvez penser au crash du Falcon qui avait eu lieu avec la déneigeuse en Russie avec le PDG de Total à bord. Forcément, quand on voit rien, c'est encore plus compliqué. Mais rechercher à avoir cette conscience de la situation est primordial. Maintenant, quel est le gros danger? Quand vous partez en intervention, quand vous avez d'un coup une augmentation soudaine de votre charge de travail, votre conscience de la situation va être affectée par l'adrénaline, par la temporalité. Et vous allez avoir un petit peu des œillères. Alors pourquoi est-ce que la temporalité elle joue? Tout simplement parce que vous allez avoir le sentiment initialement, quand vous partez en intervention, d'être derrière l'avion. C'est pour ça qu'on aime bien dire qu'il maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Donc le Asiana 214, San Francisco en 2013, c'est un cas très connu dans l'aviation parce que malheureusement les pompiers qui sont arrivés sur zone pour sauver les passagers qui avaient évacué, il n'y avait eu aucun blessé grave et aucun mort suite à l'évacuation, ont roulé sur des passagers et ont écrasé, je crois, au moins une, si ce n'est deux passagères. Donc c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Maintenant, il existe des systèmes justement pour essayer de donner un maximum de conscience de la situation quand vous traversez une piste. Le problème, c'est que c'est souvent au début ou en fin de piste. Et quand vous êtes pompier, vous allez avoir tendance à avoir des cheminements que n'auront pas des avions, des cheminements un peu spéciaux. Et donc, même s'il existe des balisages particuliers pour essayer d'augmenter la sécurité, ça ne vient pas forcément faciliter le travail ou la conscience de la situation pour des véhicules de piste. Pour rappel, pour pouvoir rouler sur un terrain, il faut un permis piste, il faut la fréquence radio et vous ne pouvez pas traverser la piste si vous n'êtes pas sur la même fréquence radio que les avions normalement. À partir de là, c'est pour ça que l'enquête nous permettra de mieux comprendre exactement quelle était la conscience de la situation des pompiers qui, je crois, ont survécu, mais également des pilotes. Et on en arrive toujours à cette règle de base. On peut mourir en ayant raison. Et c'est là où on va juste terminer sur un petit schéma très important. Au niveau de la capacité cognitive des gens, on aime bien dire dans l'aérien que si tu es trop faiblement engagé, tu es un peu dans l'hypovigilance, c'est accidentogène. Si tu es en phase de saturation, ça devient accidentogène aussi. Donc l'idéal, c'est de réussir à rester dans cette zone-là. Quand vous entendez qu'il y a une situation dégradée pour un autre aéronef, qu'il y a une panne, eh bien en fait c'est exactement comme sur la route, quand vous voyez un accident au bord de la route, il y a tendance à avoir des suraccidents, notamment sur la route en face. Eh bien c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les gens mettent leur attention sur ce fait-là, ne gèrent plus leur propre trajectoire. Et donc il faut avoir conscience que le contrôleur aérien est en train de gérer une charge de travail qui est supplémentaire. Il faut faire d'autant plus attention. Et les contrôleurs aériens, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont également leurs limites cognitives. Normalement, c'est réfléchi pour qu'ils aient du monde en second rideau qui puisse justement venir les aider, venir les soulager dans ces cas-là. Mais là, vous voyez bien avec les échanges que la charge de travail était extrêmement élevée. Et s'il y a une chose à retenir, je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui suivent cette vidéo de pilotes amateurs, c'est votre conscience de la situation, vous la développez également avec vos oreilles. Maintenant, on ne va pas se mentir, quand tu es numéro 2 en approche sur un terrain, tu as été autorisé assez tôt, tu vas avoir des checklists à dérouler, tu as des procédures à faire et il faut être extrêmement vigilant parce que tu as vite fait de discuter pendant qu'il y a une information qui peut être intéressante pour toi, qui passe à la radio et donc la louper. Vous verrez également que les qualités des échanges radio, on a beau être en 2026, sont ce qu'ils sont. C'est une difficulté supplémentaire, même si là, la barrière de la langue a peu de chances d'avoir eu un impact. D'ici un mois, on aura le compte-rendu préliminaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on pourra connaître la timeline précise des événements qu'on ne connaît pas à l'instant T. Forcément, une grosse pensée pour les équipes de la Guardia, les passagers, les familles et la famille Air Canada. Fly safe.